C'est souvent le rêve de tous les fournisseurs, c'est de bypasser les DSI pour s'adresser directement au métier. Ce qui n'est pas forcément, je trouve, une bonne chose. C'est pas une question de garder ses périmètres autres, mais chacun son métier. Je pense qu'on est plus efficace en collaborant tous ensemble que d'essayer de se bypasser les uns les autres. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast CIO Evolution, le podcast des DSI modernes. Je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO de AirSAS, une solution web qui permet à la DSI et à la direction générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Pour faire le meilleur produit au monde, nous avons décidé de lancer ce podcast pour interviewer les DSI, moteurs de la transformation de leur entreprise, et tout faire pour comprendre leurs enjeux et leurs méthodologies. Nous y abordons des sujets comme l'organisation projet, les copiles, la relation avec la direction générale, l'impact du no-code à l'évolution d'IT et bien d'autres choses encore. Grâce à eux et à leur feedback, aujourd'hui avec AirSAS, vos rapports projets de comité de pilotage sont faits en un clic, plus besoin de passer des heures sur PowerPoint ni à rechercher l'information dans vos emails. Vous avez eu une vue Bonjour à agrégée de tous, je toutes vos suis données de ravi projet, aujourd'hui de budget, vous risques, temps présenter passé. Patrice Et pour Ribocco, éviter toute qui a facilité été d'information, plusieurs AirSAS se fois connecte à vos DSI, outils, notamment Microsoft Teams, chez Jira, le groupe Slack, etc. Editis et Interforum. Sur ce, je Bonjour vous laisse Patrice. avec ce nouvel épisode à la Bonjour, découverte d'une bonjour à nouvelle tous. façon de faire. Bon, Patrice, j'ai vu qu'il y avait une photo sur ton LinkedIn du glacier du Kilimandjaro. Donc, j'ai cru comprendre que tu étais un explorateur de l'extrême. C'est ça être DSI aujourd'hui? Oui, oui, bah ça fait partie. En tout cas, de ma personnalité, j'aime bien les défis, les challenges, déjà à titre privé. Donc, en effet, j'ai gravi le Kilimandjaro juste avant la pandémie Covid-19 et également, je me suis mis au triathlon il y a 3 ans. Donc, ça fait. Alors, c'est pas un sport de l'extrême, mais bon, ça demande quand même une certaine discipline, entraînement. Donc, voilà. Donc, j'aime bien les choses où on peut se dépasser. Et à titre professionnel, j'aime bien également les challenges et les réussir. Donc du coup, là, j'ai lu deux recommandations que tu as eues sur LinkedIn. Alors ça veut tout dire et rien dire, mais de ce que j'ai cru comprendre, tu as vécu des challenges organisationnels assez forts dans tes expériences. Mm. Est-ce que, est-ce que tu peux nous en parler un peu, la nature de ces challenges, pourquoi ils étaient là? Est-ce que c'était les changements de business model qui ont impliqué des changements de l'organisation? Est-ce que c'est le fait que il y a une concurrence qui s'est accélérée, qui du coup a pressurisé en termes de rapidité, de vitesse, que voilà, c'est quoi le contexte et pourquoi cette transformation? Ouais, bah donc j'ai en effet, on va dire, participé à pas mal de changements de différents ordres. Alors chronologiquement, d'abord j'étais dans l'industrie pharmaceutique et j'ai participé à un vrai challenge de transformation des sites de production donc avait vocation au départ à faire une production nationale et qui se sont orientés vers une production européenne par spécialité de produits. Donc, c'était une vraie transformation en termes de dimension, d'une part, puisqu'on a doublé les sites de production en termes de taille, et aussi en termes d'organisation des flux, manufacturing, supply chain au niveau européen. Donc, bien évidemment, en tant que SI, on a changé le système d'information pour qu'il soit conforme aux réglementations mondiales, européennes, et également qu'il apporte une valeur ajoutée supérieure à ce qu'il apportait avant. Donc une forte transformation organisationnelle et également technologique. Ça, c'était une première transformation. Un autre enjeu très fort, c'était chez Oura.fr. J'ai travaillé donc dans le cybermarché du groupe Cora, où je suis rentré en 2000. C'était le début d'Internet, de la bulle Internet, avec des flux très tendus, une disponibilité de tous les moments. Donc, j'ai apporté, moi, une vision on va dire organisationnelle pour stabiliser l'ensemble du périmètre qui était extrêmement dépendant d'Internet. Voilà, donc j'ai réorganisé toute l'équipe, apporté ma valeur par rapport à ce que je pouvais apporter au business. Donc, c'était une expérience extrêmement enrichissante de ce point de vue-là. Et enfin, dans l'édition, je suis rentré dans l'édition en 2002. Donc, dans 2002, on ne parlait pas encore de livres numériques, on ne parlait pas du tout
on va dire, de transformation digitale. Donc, j'ai vécu toute cette transformation-là pour passer du livre purement papier à toutes les formes numériques qu'on vit aujourd'hui, hein, qui continueront aussi d'évoluer. Donc, j'ai accompagné et été artisan de toute cette transformation. Donc, dans les process, dans les métiers, également l'apparition du digital marketing qu'on avait quand même anticipé depuis quelques années. Donc, ça a été hyper enrichissant personnellement, d'une part, et également très challenging, puisqu'il a fallu à chaque fois se remettre en cause et apporter de manière parfois même proactive au métier des outils, des idées pour développer le business. Voilà. Donc là, sur cette partie-là, précisons un peu, hein, vous avez connu du coup des métiers où il a fallu un peu évangéliser sur ce qui était possible de faire, hein, c'est ça? Parce que Exactement, ils n'avaient pas forcément exactement. une vision assez poussée technologiquement des possibilités, c'est ça? Ouais, exactement. Je peux prendre un exemple. Alors, au niveau du data management, ce qui est donné, c'est extrêmement important. Donc, moi, j'ai une vision assez rapide de mettre en place un entrepôt de données, on va dire transverse sur l'ensemble des métiers du groupe et pour collecter l'ensemble et pouvoir exploiter derrière. Donc, notamment à travers des outils de gestion de campagne marketing, de gestion de prédictive, de profiling client, de collecter la navigation des internautes et pour adapter nos modèles de vente, adapter également les produits. Voilà. Donc, il a fallu montrer à travers des POC et autres, ce qu'on pouvait en tirer pour que les métiers, les marketing, les offreurs puissent exploiter toutes ces données-là et en faire bénéficier la société en tant que telle. Et ça, vous connaissiez, vous, la capacité et enfin, voilà, l'impact de ces technologies parce que vous l'aviez déjà vu dans d'autres sociétés ou parce que les fournisseurs vous l'ont expliqué à vous et du coup, vous l'avez traduit? Bah, c'est un peu tout ensemble. Il y a une partie de veille technologique, de se tenir au courant de l'évolution des technologies dans le périmètre métier, mais également dans les autres secteurs, puisque bon, il y a des secteurs beaucoup plus avancés dans le digital marketing que l'édition, par exemple. Donc, c'est intéressant de pouvoir participer et recueillir l'expérience d'autres secteurs. Donc, à travers, en effet, des présentations d'éditeurs de logiciels, de solutions, des retours aussi d'autres sociétés. Voilà. Et puis, c'est aussi le fruit de la proximité que doivent, pour moi, avoir les DSI avec les métiers de l'entreprise pour bien comprendre les attentes et mettre en relation ces futures attentes, les tendances, la technologie. Et, et la DSI étant le catalyseur un peu de l'ensemble et pour être force de proposition. Hein. Voilà. Et souvent, on entend parler du shadow IT quand les métiers font du shadow IT de leur côté, et cetera. Mhm. Ça serait quoi le nom qu'on pourrait donner au fait que les métiers font pas du tout de shadow IT et que ce serait bien qu'ils en fassent un peu parce que ça montrerait qu'ils sont en contact avec les fournisseurs? Alors, je sais pas quel nom on pourrait donner, mais bon, ça c'est souvent le rêve de tous les fournisseurs, c'est de bypasser les DSI pour s'adresser directement au métier, ce qui n'est pas forcément, je trouve, une bonne chose. C'est pas une question de garder ses périmètres autres, mais chacun son métier. Et je pense qu'on est plus efficace en collaborant tous ensemble que d'essayer de se bypasser les uns les autres. Et Voilà. est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ça, vous, quand vous avez donc proposé ou dans tous les cas commencé à montrer les possibilités au métier, vous avez pu, vous avez organisé des démos Ouais. communes, de la sensibilisation. Enfin, c'est quoi la méthodologie que vous avez mis en place pour accélérer cette passation d'expertise et d'expérience? Ben, exactement ça. Donc, monter des démos, soit formelles, soit, on va dire, soit top-down, soit à travers les équipes
pour essayer de convaincre, alors, ou convaincre, ou au moins faire prendre connaissance qu'on peut faire autrement, qu'il y a des outils. Alors, parfois, ce n'est pas effet immédiat, mais ça demande plusieurs mois, plusieurs années de réflexion. Mais au moins, c'est inculquer ou mettre la petite graine dans la tête de certains dirigeants, de certaines dirigeantes de BU pour que ça fasse son chemin. Donc voilà, donc c'est pas toujours de la transformation directe, mais bon, ça fait partie de l'évangélisation, de la veille technologique ou de ce qu'on peut apporter au métier. Alors aujourd'hui, je trouve qu'on travaille un petit peu différemment sur un certain nombre de sujets, notamment dans tout ce qui est digital, où il y a souvent maintenant c'est un travail d'équipe où les frontières sont beaucoup moins marquées qu'avant. Mhm. Et bon, et donc chacun peut apporter sa pierre. Le côté technologique peut apporter aussi des conseils côté métier et réciproquement. Donc, il n'y a pas de vérité en disant chacun son périmètre et il y a une frontière bien gardée. Tout ça, c'est beaucoup plus flou et c'est pas un défaut. C'est pas une critique du tout que je fais. C'est une autre façon de travailler qui a ses avantages. Alors, parfois des inconvénients, puisque quand il n'y a plus de frontières, on ne sait plus parfois où aller. Bon, mais il faut qu'il y ait une bonne cohésion de l'équipe et ça fonctionne très bien. Hein. Donc, pour répondre à la question, donc il y a différentes méthodes. Donc, par la méthode vraiment travail d'équipe pluridisciplinaire, ben, cette veille, elle se fait également, mais en collectif. Hein, et elle peut venir de différents canaux. Ok. Ce qui est aussi intéressant. Donc, le premier step, c'est mettre en place une veille, proposer des solutions pour que ça prenne du temps, mais c'est dans un temps qui est relativement… voilà, faut que ça se… Enfin, premier step, je dirais, c'est bien comprendre le métier. Oui, bien sûr. Et après, c'est faire de la veille et quand même en rapport avec les métiers de l'entreprise, hein, qui peuvent apporter quelque chose. Ça, c'est un point. Mais la compréhension métier, c'est le socle de tout. C'est le socle de tout. Et ça, donc on parle voilà, d'un certain timing entre le moment, donc vous avez compris le métier, vous commencez à influencer la compréhension technologique des métiers. À partir de quand on commence à avoir les métiers qui vont être force de proposition avec des technologies qui sont pas forcément celles que vous avez vues et qui vont au contraire s'accaparer et vraiment reprendre le lead là-dessus? Bah, c'est très variable en fonction des sujets, en fonction des groupes, des sociétés. Moi, parfois, j'ai eu des expériences où c'était pas quasi immédiat. Et puis, parfois, à l'opposé, ça s'est jamais fait. Donc, je veux dire, après, c'est souvent, on peut passer par des POC qui a un effet accélérateur, puisqu'on n'a pas besoin de mobiliser beaucoup de moyens financiers, beaucoup de ressources humaines. Donc, avec des budgets assez restreints, on arrive à monter des POC et à embarquer des équipes. Et après, passer d'un POC à une grande échelle, bah, souvent, c'est rythmé à aux exercices budgétaires dans les grands groupes, puisque c'est assez difficile de bousculer tous les budgets en permanence. Donc, ça amène une certaine rigidité, mais en passant par des POC, ça permet d'accélérer. Hein, voilà. Ok, Donc, donc on parle de semaines ou de mois. Hein. Quand il y a un sujet qui est extrêmement intéressant, avec on sent un ROI et autres, la mobilisation peut être très rapide, hein, en quelques ok. semaines. Hein. Mais ok, d'accord. Et donc du coup, quand ça a été mis en place et que ça s'améliore, step d'après, c'est la priorisation des projets. Ouais. Vous, est-ce que vous avez il y a eu des endroits, des moments qui ont pu être difficiles ou qu'est-ce que vous avez mis en place? Ben, oui, c'est quand on est proche des métiers, souvent, enfin même toutes les DSI, je pense, sont confrontées à ça, c'est la multitude des projets. C'est se faire déborder par ou les yeux plus gros que le ventre. Hein. Donc on veut faire tous les projets parce qu'il y en a plein d'intéressants, sauf que ben on travaille à capacité souvent fixe, même si on sous-traite, parce qu'après on est contraint par le budget. Donc il faut prioriser. Et bon,
moi, je pense qu'un des facteurs de réussite de la priorisation, déjà, c'est la transparence. C'est la transparence auprès des différentes directions métiers et de la direction générale sur les projets qu'on traite. On doit être force de proposition dans les arbitrages, puisqu'on doit connaître les objectifs quand même globaux, les enjeux de la société. Donc, on doit être force de proposition en tant que DSI dans les arbitrages. Et ensuite, bon, on doit communiquer également le résultat des décisions budgétaires auprès des différentes directions et expliquer pourquoi tel projet il a été repoussé ou pourquoi tel projet passe devant, même si ça fait pas plaisir. C'est aussi établir un climat de confiance, et le climat de confiance, pour moi, passe par la transparence. Hein. Ok. C'est bien. Ok. Et est-ce que vous aviez travaillé sur une réflexion poussée ou différente dans le scoring des projets? Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une question de budget, bien sûr, une question du nombre de jours, enfin voilà, d'efforts. Il y a une question de est-ce que le métier dit que c'est important ou pas pour lui. Alors souvent, c'est assez binaire, important, pas important. Et quand on commence à avoir de plus en plus d'idées qui peuvent toutes être super intéressantes, il y a une finesse à l'intérieur même de certains projets métiers qui n'est pas évidente à avoir. Est-ce que vous avez connu ça? Qu'est-ce que vous avez Alors, fait? en fait, bon, moi, j'avais établi un schéma directeur IT, on va dire, pour la DSI, avec les métiers, bien évidemment. Et dans ce cadre-là, on avait scoré les projets. On scorait les projets entre l'apport métier, le coût, le risque, donc la valeur que ça apportait. Et en fonction de ce score, en effet, les projets étaient priorisés. Ok. Hein. Moi, j'ai une DSI qui m'a expliqué que un des changements clés de cette priorisation-là, pour elle, c'est quand elle a aidé, et du coup, après que c'est rentré dans le processus naturel, step by step, que chaque projet, les métiers définissent le gain Hein. précisément qu'ils comptaient avoir avec ce projet. Pas Ouais. juste gagner de l'argent. Non, non, ouais, Et que quand il y avait ça, là, à partir de là, les décisions étaient ouais. beaucoup plus intéressantes. Alors nous, on avait mis en place, on utilisait la méthode Prince 2. Mhm. Donc dans la méthode Prince 2, notamment le premier ou un des premiers dossiers, c'est le cas d'affaires. Donc le cas d'affaires, c'est un document, une étude qui peut être co-rédigée avec la DSI, mais c'est surtout une orientation métier où en effet on exprime les gains qu'on va avoir. Qu'ils soient économiques, mais aussi qualitatifs ou concurrentiels, stratégiques, enfin, peuvent être de beaucoup de nature que ce soit. Et nous, on avait institué systématiquement un cas d'affaires avant le lancement de chaque projet, justement pour qu'il soit revu, arbitré et décidé. Hein. Et cette démarche qui peut être un peu lourde, entre guillemets, ça avait en effet vocation à faire réfléchir chacun sur, en fait, si je demande un nouveau système, une forte évolution, qu'est-ce que ça va apporter, en quoi je vais gagner, et est-ce que c'est vraiment nécessaire? Voilà. De faire une réflexion amont côté métier. Euh, et ça, en effet, ça a beaucoup apporté. Alors nous, on aidait en tant que DSI, bien évidemment, à la rédaction de ces cas d'affaires, mais c'est une démarche plutôt saine et qui permet d'objectiver aussi l'arbitrage. Ok. Et donc, du coup, tous les projets avaient un cas d'affaires Ouais, relativement bien documenté pour qu'on puisse, a posteriori, voir si les ouais, gains escomptés étaient vraiment mm, là, quoi. tout à fait. Ok. C'était l'objectif. Ouais. Ok. Oui, intéressant. Est-ce que à l'issue de ces projets, Mm. le contrôle de gestion, les métiers, la DSI, enfin voilà, les différentes parties prenantes de l'entreprise, évaluaient vraiment si les gains escomptés étaient là ou pas Sur les très gros, oui. sur les très Sur gros? les gros projets, oui. Sur les moyens, pas toujours, parce que la difficulté
l'estimation, enfin, ou la vérification des gains, c'est qu'on travaille toujours de manière théorique à isopérimètre. Donc, quand on fait des gains, on est à l'instant T et on se projette, par exemple, 6 mois, 1 an après, en considérant que le contexte n'a pas changé. Donc, si on a des changements de contexte, par exemple, un changement de volumétrie du chiffre d'affaires, des équipes, on intègre autre chose. Donc, du coup, l'estimation après coup, elle est extrêmement difficile. Voilà. Bon, donc sur les très gros projets, on faisait l'effort, enfin le contrôle de gestion faisait l'effort de retrouver les petits, ce qui n'est pas toujours évident sur tous les projets. Voilà. Ok. Donc, parce que ça, c'est intéressant parce que si en fait, parce que sur les gros projets, quelle que soit la gestion de projet ou autre, le bilan de ROI était fait quand même quand on mettait les plus gros tickets de l'année. Tout le monde veut savoir si c'est si c'est bien parti ou pas. La difficulté, c'est sur la multiplication. Enfin, j'imagine c'est sur la Oui, des petits. multiplication des plus petits projets Ah qui ouais, sont en train ouais. d'exploser, qui au final, entre tout, mobilisent énormément de ressources. Ouais, tout à fait. Et donc, du coup, objectiver le résultat de ces projets est plus complexe. Ben, c'est pour ça que le travail amont est pour moi extrêmement important, qu'il soit fait de manière objective et honnête, et pas imaginer des gains qui n'existeront pas. Donc c'est là où on va dire, nous dans notre organisation, la DSI avait son mot à dire pour challenger les métiers on va dire en croyant ou pas aux gains qui étaient énoncés. La DSI étant aussi la MOA, donc on avait vocation à bien quand même connaître les métiers et bien pouvoir juger, entre guillemets, des gains qui étaient annoncés. Donc on avait ce rôle-là qui permet de dire déjà, bon, bah, les gains prévus, qualitatifs, quantitatifs, est-ce qu'ils sont réels ou fictifs uniquement pour faire passer le projet, hein, pour être honnête. Je pense que... Mais du coup, là, vous vous placiez du coup sur une partie prenante de choix du projet ou de disqualification du projet qui peut tendre la relation avec l'entité en face. Non, parce que, enfin, oui et non. Oui, tel que je l'exprime. Non, quand on a établi des liens de confiance et objectifs pluriannuels. On voyait les métiers à travers des comités mensuels ou bimensuels, des revues de projets, des revues de besoins, des portefeuilles, quels qu'ils soient. Donc, on avait une proximité avec les métiers. On avait établi la confiance et on pouvait se permettre de dire, ben là, non, on est désolé. Ce projet-là, les gains qui sont annoncés, ils sont trop courts. Voilà. Donc, et après, c'est admis. On travaille l'objectif, après, c'est quand même avancer tous dans le même sens. Clairement, clairement. Donc, parfois, on doit le rappeler en effet, mais c'est quand même avancer tout dans le même sens. Et la DSI n'est jamais, pour moi, contre les métiers. Hein, et on doit tous avancer pour faire progresser la société dans son ensemble. Ok. Et sur les enjeux donc de typologie de gains, en gros, bon, bien sûr, quand c'est du ROI pur, on est dépensé tant, on est dépensé moins parce que on fait des économies sur un fournisseur, etc. Assez facile à faire passer. Ouais. Quand c'est, par exemple, du gain de temps sur des personnes qui utilisaient, est-ce que vous avez eu des difficultés particulières ou pas à faire passer ça parce que en fait, c'est pas une économie directe si le personnel ne fait pas de nouvelles missions X ou Y? Bah oui, c'est toujours c'est toujours compliqué. On va dire les chiffres sont pas durs à faire, mais c'est toujours compliqué déjà à vérifier a posteriori, puisque quand on dit on gagne 0,2 ETP, le 0,2 ETP, ça n'existe pas dans les faits, puisque donc ça veut dire que les personnes sont affectées à d'autres tâches.
Donc, si c'est des tâches à plus forte valeur ajoutée, bon, c'est intéressant. Sinon, ben, c'est immesurable, hein, voilà. Donc, ça, c'est toujours compliqué de ne pas transformer les gains ETP en ETP entier, puisque c'est un peu disséminé dans la société. Alors, après, ça dépend, je veux dire, un peu la nature, mais ça peut faire partie aussi de l'efficience de la société par rapport à gagner un délai de réponse, de flux de données par rapport à la concurrence. Donc, ça ne se valorise pas toujours en euros sonnant et trébuchant, mais ça peut se valoriser autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Si on gagne, par exemple, une demi-journée sur la mise à disposition d'informations pour les clients, ben ça a une certaine valeur. Donc, qu'on n'aura pas forcément facile, ça ne sera pas forcément facile à décrire, mais ça a une valeur. Gagner 0,2 ETP sur 5 personnes, ce qui représenterait un ETP entier, ben, ça a une valeur aussi, puisque ça va permettre ces 5 personnes-là de faire des choses qu'elles ne faisaient pas avant ou d'accélérer, réduire leur retard, etc. Donc, on arrive quand même à convaincre, bon, mais c'est plus compliqué. En fait, aujourd'hui, si on parle de… Donc, les gens mûrissent l'impact des technologies sur leur processus. Donc, ils comprennent mieux comment améliorer ces processus-là. Donc, il y a des idées de projets qui augmentent. Donc, le nombre de projets augmente, pas forcément en termes de montant, mais le nombre. Et donc, du coup, on a de plus en plus de difficultés dans la priorisation. Et aujourd'hui, la priorisation sur des temps longs et des difficultés à mesurer l'impact réel fait qu'on va prioriser par défaut peut-être plus facilement ceux qui sont tout le temps purement financiers, où on peut le faire, ou dans tous les cas, là où on est sûr qu'on pourra mesurer l'impact. Je dis une bêtise. Comment on fait un site vitrine, on va améliorer l'expérience utilisateur. On dit que grâce à ça, on va augmenter les conversions. On va pouvoir le faire, mais comme vous l'avez dit, ça dépend de beaucoup de choses. Ça se mesure. Oui, mais par contre, c'est une grosse refonte. C'est dans combien de temps? Est-ce qu'on aura le même ciblage à ce trafic, etc., etc. Et donc, du coup, c'est toujours, il y a quand même une non-confiance dans la mesure de l'indicateur final qui peut être un peu complexe dans les choix. Oui, oui, c'est toujours compliqué de tout vérifier a posteriori. Mais enfin, moi, je voudrais revenir sur un point, c'est déjà qu'on veut optimiser en effet les processus. C'est ça qui crée aussi en effet la démultiplication des projets. Donc, plus on veut faire des économies côté métier, plus il y a de projets informatiques, grosso modo. Donc, il y a un effet de vase communicant. Et plus on met de la pression sur les budgets en effet des métiers, plus le téléphone côté IT sonne. Voilà. Mais après, c'est justement là il y a le rôle de SI pour être en capacité d'arbitrer. Et on le voit, en fait, après je pense, quand on est dans les sociétés, on voit assez bien facilement déjà les projets qui vont apporter de ceux qui ne vont pas apporter. Donc après, c'est une question, entre guillemets, aussi de courage, de dire, ben non, ceux-là, on ne les fait pas parce qu'on peut apporter. Indépendamment qu'on mesure après coup ou qu'on ne mesure pas. Mais tout mesurer, c'est toujours très bien. Déjà, il faut que les contrôleurs de gestion aient le temps de le faire, etc., etc. Donc ça, c'est toujours très bien de le faire. Par contre, on le sait quasiment tout le temps au départ. Ce qui va rapporter beaucoup, ce qui va peu rapporter, les projets aussi stratégiques, il y a les projets stratégiques également de fond, qui ne vont pas rapporter peut-être tout de suite, mais qui sont, on va dire, un socle pour le futur, une tendance et autre. Donc, il n'y a pas… tous les projets ne se décident pas ou ne se mesurent pas à travers le ROI, mais ceux qui sont, on va dire, qui sont arbitrables par le ROI, on le sait quasi dès le départ. Si c'est juste un projet qui va être
un peu superficielle dans un coin pour faire plaisir à une personne, ou est-ce qu'on va gagner vraiment en efficacité pour la société? Donc, les arbitrages, ils sont pas toujours si difficiles que ça à faire, hein. Ok, d'accord. Donc, ça, c'est ce que vous avez pu voir, le fait de Mm. dire, au final, entre tout, on arrive relativement facilement à avoir ce qui est important, ce qui ne l'est pas Ouais, ouais. forcément. Pour moi, Ok. ouais. Bon, d'ailleurs, sinon, il y aurait beaucoup de DSI dans les cimetières, hein. Et ce schéma-là, Mm. un schéma directeur SI, au tout début, il y a 10 ans, c'était le DSI qui expliquait dans quel ordre il allait faire les projets IT après avoir fait un audit et il dit voilà ce qu'il faut mettre en place. Ça a eu son temps, ça a explosé Mm. en vol parce que la priorisation des projets, c'était un DSI qui avait fait sur un plan, on va dire, quinquennal et qui a explosé par rapport au changement ou autre. Il n'empêche que c'est important qu'il y ait un plan stratégique Mm. de Ouais, modernisation du SI. ouais. Mais du coup, ce plan-là, par rapport à voilà, sur quelle échelle de temps il se fait maintenant et comment il se gère par rapport à cette priorisation métier? Parce que Non, il- mais pour moi, le schéma directeur, il peut pas être fait que par la DSI. bien sûr. Il se fait en collaboration avec chaque direction métier. Mhm. Euh, et ensuite, bien sûr, avec la direction générale. Euh, voilà. Et donc, c'est un travail quasi permanent de garder à jour une roadmap des projets priorisés, avec une certaine transparence des coûts, des gains escomptés, et une mise à jour, on va dire, quasi permanente, puisqu'il peut très bien arriver des événements importants dans les sociétés et qui impactent le SI. Et dans ce cas-là, on doit mettre à jour immédiatement en ce que j'appelle le schéma directeur, mais c'est comme une roadmap ou un plan d'exécution SI pour la société. Oui, Donc, mais c'est sur combien d'années, par exemple, quand vous l'avez fait, nous, on l'établissait sur 3 ou 4 ans, et sur 3 ou 4 ans, le schéma glissant. directeur versus la, la priorisation, on va dire, annuelle qui a été Mm. faite parce que avec toutes les urgences, les changements, la concurrence qui change, etc. Est-ce que c'est cette planification, on va dire, quinquennale quasiment versus la planification annuelle, vraiment cohabitaient bien ensemble? Ah bah oui, Ouais. il faut que ça soit la même, parce que sinon, ça marche pas. Oui, mais du coup, comment prévoir bien dans 5 ans ou la quatrième année Non, ce mais qu'il faut après, on le faire? met à jour. Le plan triennal ou quinquennal doit se mettre à jour au fur et à mesure des événements. Donc, Ok. si vous voyez, on n'a pas, on n'avait pas, nous, le plan général qu'on mettait dans l'armoire et on oubliait, et puis après, on travaillait sur autre chose. Donc, il faut que ce soit un organe vivant, puisque cela représente les projets de l'entreprise. Dans un plan triennal, on peut très bien avoir des projets pluriannuels, par exemple, que des projets beaucoup plus petits, mais qui vont quand même consommer de la ressource. Donc, nous, on avait pris, on va dire, le parti de mettre quasi pas tous les projets, mais tous les projets significatifs, et tenir à jour ce plan général SI, en fait, hein. Ok. Donc, vous vous forcez à être sur un temps long avec une réévaluation de ce temps Ouais, long en continu, mais pour ouais. garder un cap Ah bah oui, ensemble. ouais, exactement. Ok. Donc, au final, c'est un peu comme un objectif d'entreprise que Ouais, voilà, on a une déclinaison année 1, année 2, 3 parce que ben, c'est comme ça qu'on va y arriver, mais par mm, contre, on update ça par rapport ouais, à. Ok. ouais, exactement, exactement. D'accord. Et donc, du coup, ça permet de réaligner tout le monde dans un petit peu. Oui, oui, ça permet de réunir tout le monde, de voir aussi lorsqu'il y a des écarts, d'expliquer les écarts au fur et à mesure, ou de demander arbitrage également à la direction générale lorsqu'il y a des événements importants qui surviennent, Ok. et Ok, ok, d'aligner tout le monde sur un même objectif. ok. Et, euh, et par rapport à la,
à la compréhension, donc on a parlé des métiers. Maintenant, si on parle vraiment de la direction, Mm. peut-être même des fois des actionnaires, du coût de ces transformations-là, direct, interne, du changement de la nature des coûts, CAPEX, OPEX, etc. C'est quoi votre feedback à vous là-dessus? Connu, on va dire, différentes directions générales. Certaines étaient plus proches, on va dire, de la compréhension du système d'information que d'autres. Donc après, ça dépend aussi les affinités que certaines personnes ont à comprendre l'impact que le système d'information peut avoir sur la société, etc. Donc ça, c'est vraiment très variable et en fonction on va dire, des actionnaires ou des DG. Ok. Donc, pas de. Ok, donc c'est différent pour tout le monde. Pour moi, c'est assez différent. Mais ce qui est important, c'est quand même de communiquer. C'est-à-dire, Hein, de communiquer au maximum sur justement ces mises à jour, les coûts que ça peut générer, les gains, enfin, d'avoir un côté marketing ou de visibilité du SI, qui doit pas être seulement vu comme un centre de coût. Hein. et ça, vous, par rapport à vos expériences, vous aviez, si vous mettiez une échelle de 100%, c'est un succès, 0%, c'est pas un succès. On a compris que c'était un centre de profit à 100%. Ah, ce n'est qu'un centre de coût, 0%, vous investissez où? Bah, en fait, ça dépend les DG. Il y a des DG qui sont pour moi très en proximité avec les SI, qui comprennent bien en fait l'intérêt et de plus en plus du SI dans la performance de la société. C'est-à-dire très positif par rapport à votre échelle. À l'opposé, pour certains, c'est un mal nécessaire. Mieux, c'est de pas trop en entendre parler. Voilà. Donc, c'est pas forcément très valorisant dans ces cas-là. Bon, donc c'est très, enfin, Et aujourd'hui, vous repartiriez dans un poste où la direction générale, elle vous voit comme un centre de coût? moins, Ouais. moins, moi, je suis convaincu, on va dire, de la valeur que ça peut apporter aux sociétés. Donc, si on n'est pas tous en phase dans la même direction, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Ok. Mais plus de ça, j'imagine, c'est moins intéressant puisqu'au Ah bah final, oui, clairement, vous ne clairement. pouvez pas travailler en équipe Non, pour vraiment ouais, transformer ouais, l'entreprise. tout à fait. Ok. Et au niveau, donc, du coup, au niveau du changement CAPEX-OPEX par rapport à la direction générale et au DAF, euh, c'est, ça a nécessité pour vous une vraie acculturation et une vraie énergie ou ça a été relativement rapidement compris et donc du coup mis en place tout ça? Ouais, alors déjà, il y a des politiques différentes, OPEX, CAPEX, dans chaque société. Donc, il faut pouvoir s'adapter aux différentes règles en vigueur, entre guillemets. Et après, dans la transformation des modèles IT, en effet, qui sont passés beaucoup du CAPEX vers de l'OPEX récurrent, l'abonnement, etc. Bon, là, il a fallu en effet beaucoup expliquer les changements de modèle, pas toujours on va dire, alors c'est des effets court terme plutôt souvent sympathiques, mais bon, quand on fait des coûts totaux sur 3, 4, 5 ans, c'est plus compliqué à faire passer. Voilà. Donc là, il a fallu aussi expliquer et arbitrer également, puisque parfois, comme dans toutes les DSI, il y a besoin d'arbitrage, on ne peut pas tout faire, ou il faut réduire, puis après il faut arbitrer. Bien Mais la sûr. transformation CAPEX-OPEX, c'est pas toujours évident. Et on perd, entre guillemets, aussi au niveau des DSI. Alors, c'est un peu contre-intuitif, mais parfois, on perd un peu le contrôle de certains budgets. Parce que le système d'abonnement avec, on va dire, revue tout triennale des coûts, c'est compliqué à gérer.
Donc, quand on était dans un modèle CAPEX, on avait un coût de licence négocié, et après un coût de maintenance qui était indexé, grosso modo. Donc, on avait une bonne prévision des coûts, indépendamment de certaines renégos qu'on pouvait faire. Par contre, en modèle OPEX, on a une prévision souvent à 3 ans. Mais les contrats d'OPEX, quasiment, sont révisables en totalité tous les 3 ans. Hein, tous les gros on va dire fournisseurs de solutions à titre d'abonnement, tous les 3 ans, on recommence à zéro la négo. Hein. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, on va dire, le rapport de force, c'est à basculer fortement en faveur des éditeurs de logiciels ou fournisseurs de services, hein, maintenant. Oui, bien sûr. Donc, et ça, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer. Hein. Ok. Ça, c'est des enjeux complexes pour les DSI d'aujourd'hui, la maîtrise de l'évolution du coût. C'est ça? Ouais. Ok. Ouais, très compliqué. Et souvent, ça a des conséquences d'arbitrage en défaveur d'autres projets ou d'autres choses pour pouvoir absorber déjà l'existant, le coût existant, un périmètre ISO qui augmente. Ok. Je vois. Et ça, parce que, en fait, quand vous avez mis la solution, la technologie, etc., vous êtes en capacité de sortir rapidement. Et donc, du coup, au final, il y a une pression du fournisseur sur vous qui est Oui. monstrueuse, quoi. Une fois qu'on est X ou chez un Y. fournisseur, on ne change pas tous les 3 mois. Donc, sinon, rien que de changer, même quand on est dans le cloud, c'est un projet. Hein. Bien sûr. Donc, on ne peut pas passer notre temps à changer de solution, même si on n'est pas content de l'évolution des prix. Donc, du coup, les DSI sont très captifs ou captives des solutions en place. Donc, ça devient compliqué. Donc, le rapport de force de négociation des prix est plus compliqué. Alors, Ouais. je ne vais pas citer de nom présent, Ouais. mais par contre, on a déjà vécu donc des contrats tous les 3 ans, renégo donc 6 mois avant, et de finir avec des augmentations de plus 25%. Négociées, puisqu'on nous demandait plus 40% à chaque fois. Et des sociétés extrêmement connues, leaders sur Oui, leur bien sûr, bien segment, sûr, bien sûr. etc. Donc, du coup, tous les KE qu'on délivre dans ce renouvellement existant, il faut qu'on les prenne autre part. Hein. Donc, Ok. c'est des KE en moins pour faire des projets. Ok. Donc, il y a quand même un vrai frein sur les utilisateurs utilisent cet outil. On est déployé sur X centaines de personnes, voire Mm. milliers. Changer ça, et là, du coup, ça peut peser. C'est pour ça que le système des abonnements, tous les éditeurs de logiciels, quand même, ils sont venus, puisque c'est quand même extrêmement rentable pour eux. Hein. C'est extrêmement rentable. C'est beaucoup plus rentable pour les éditeurs de solutions et de services, le système d'abonnement, que pour les utilisateurs. Enfin, nous, les DSI, les sociétés, le modèle, on va dire, achat, maintenance, évolution, avec le coût de maintenance, était beaucoup plus facile, indépendamment après qu'on fasse du cloud, pas du cloud, etc. C'est indépendant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez une solution dans le cloud où vous achetez une licence, vous payez une maintenance, vous ne vous préoccupez pas du coût de renouvellement ou de l'évolution des prix, etc. Hein. Sachant que dans le standard de l'IT, le coût de fonctionnement de l'existant a normalement un effet déflationniste dans le temps. Donc, à périmètre constant, l'IT doit coûter de moins en moins cher à travers le temps. Mais avec ce système d'abonnement, c'est plus du tout vrai. Donc, la proportion d'économies qu'on pouvait faire avant dans le fonctionnement pouvait nous dégager des marges de manœuvre pour également pour dégager du temps et de l'argent pour les projets. Mais cette marge de manœuvre, on ne l'a plus, puisque le coût de fonctionnement a tendance à rester stable, voire à augmenter, hein, à périmètre constant. Et si on arrive vers la fin de l'interview, si vous aviez une recommandation à vous faire 15 ans plus tôt avant que vous commenciez
votre seconde mission, troisième mission et que vous appreniez tout ce que vous avez appris aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait? C'est une bonne question. J'essaye. Bon, ça fait 1 heure qu'on parle ensemble, donc si maintenant, elle est bonne maintenant, Non, c'est comme ça, les autres mais je étaient prends le bonnes. point. Non, les autres étaient bonnes également. Non, je rigole, Et je bon, rigole. là, j'ai pas forcément de réponse immédiate. Vous n'aurez pas une recommandation à vous faire il y a 20 ans. Non, mais parce que le poids de l'histoire, souvent, est compliqué à gérer. Quand on commence, on monte une société, on n'a pas d'historique, donc on a un SI tout neuf, on peut le construire comme on veut, hyper agile, hyper actif. Bon, ce qui n'est pas le cas dans des sociétés qui ont un certain historique, donc on doit vivre avec. Et souvent, on n'est pas. Enfin, moi, je peux dire, oui, le conseil que je pourrais me donner, c'est ça aurait été peut-être d'être plus proactif sur la rénovation du fond, on va dire, du socle, pour se débarrasser du poids de l'histoire plus rapidement, en fait, et être Ok. plus agile, du coup. Donc, en fait, c'est de dire d'accepter le fait qu'il faut passer par cleaner un historique pour pouvoir Ouais, construire. Et que ouais, peut-être même de si c'est manière pas plus. le Ouais, plus agréable, exactement. c'est ce qu'il faut faire. Ouais, pour être plus agile rapidement. Et satisfaire les métiers encore plus rapidement, être plus efficient. Voilà. Être plus convaincant au niveau des DG de ce clean à faire. Ouais. Ok, super intéressant. Ben, écoute, c'est super, c'était top de pouvoir échanger avec toi, Patrice. Est-ce que tu as un dernier point que tu voudrais aborder avec nous ou c'est bon pour toi? Non, bah, c'est bon. Je suis toujours aussi passionné par mon métier et toujours aussi convaincu, on va dire, de l'apport qu'on peut avoir dans la transformation des entreprises. Clairement, clairement, Voilà. clairement. Ben, super, merci Patrice, c'était top. Merci pour tout. Merci. Bon, bah, écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. C'était super intéressant de rentrer en profondeur sur ces enjeux de priorisation, de CAPEX, d'OPEX, mais aussi voilà, en fait, quand il n'y a pas de shadow IT, il faut commencer par déjà acculturer les métiers. Ça pourrait être intéressant de faire un podcast encore plus précis là-dessus, je pense. Toutes les astuces et pratiques pour faire grandir les métiers. Écoutez, si vous avez aimé le podcast, comme toujours, merci de le partager sur LinkedIn ou de le partager aussi à vos connaissances DSI ou autres, ça nous aide. Et puis, si vous avez des DSI à nous faire rencontrer ou à nous proposer pour le podcast, allez-y, ça sera top. Merci pour tout. Allez, ciao.